Bonjour et bienvenue dans le podcast MixoWeb. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super actuel, l'intimidation en ligne. Et mon invité est Raphaël Provost, directeur général de l'organisme Tous Unis, Tous Ensemble contre l'intimidation. Hey, répète-moi le nom de Ben, l'organisme, s'il si te on plaît. a évolué vers un nouveau nom, ça pourrait être ça. Sinon, pour le moment, c'est Ensemble pour le respect de la diversité, mais tant que le mot Merci. ensemble est respect. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours professionnel avant qu'on parle de ce qu'est cet organisme-là? Et mon Dieu, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. J'ai un parcours assez atypique et diversifié. Pour mettre la table, moi, je suis un gars qui a un secondaire 5, mais qui avait une valise remplie de curiosité, qui avait envie d'apprendre et remplie de rêves. Donc ça, c'est ce Hmm. mix-là. Secondaire 5, mais avec une sacoche remplie. Et j'ai commencé tôt à travailler dans le milieu administratif. Une de mes premières jobs sur le marché de l'emploi, au milieu des affaires, c'était de commis de bureau dans un bureau d'assurance où je scannais des documents de personnes décédées, faire de l'archivage. Et un jour, il y a une réceptionniste qui est tombée malade. J'ai levé la main en disant, mais je peux peut-être la remplacer. Je l'observais, elle m'en parlait de son rôle. J'avais envie d'être en service client. Donc, réceptionniste. Un jour, adjoint administratif ailleurs, adjoint exécutif, assistant personnel, coordonnateur à HEC Montréal pendant presque 5 ans dans un centre de transfert en lien avec la gestion. Donc, je suis entouré des meilleurs au monde, gestion des ressources humaines, gestion du changement, gestion financière. Et un jour, crise existentielle, je suis clairement pas aligné avec ce que je veux faire dans la vie. J'ai quitté mon emploi sans plan B, sans plan C. Mon Ah, ça prend plan du courage faire ah! ça. Du courage et un Wow. conjoint qui était là pour m'appuyer aussi, donc ça aidait dans cette, L'entourage. situation-là, mais beaucoup de courage. Se pitcher comme ça dans le vide, mais j'ai tout fait, j'étais plus à la bonne place et je suis devenu bénévole dans un organisme, le Gris Montréal, juste un peu avant la pandémie. J'étais un des derniers à avoir été formé où on apprenait à comment parler nous dans les écoles secondaires comme personne LGBTQ+, dans mon cas, moi, comme jeune homme gay à ce moment-là, et j'ai eu la piqûre de communiquer, être en lien avec une grande communauté que je commençais à redécouvrir. Et un jour, il y a un organisme qui cherchait un directeur général, un organisme LGBTQ+ en Montérégie. J'ai eu encore le courage et l'audace de me présenter sans même avoir jamais été DG de ma vie, mais je me dis en lisant la description de poste, je suis capable, sinon on va l'apprendre. T'as osé. J'ai osé, j'ai postulé, j'ai pas eu de réponse. J'ai relancé avec un courriel qui expliquait pourquoi je pensais mériter au moins une entrevue. Et j'ai eu une Oui. entrevue, 2 entrevues. Et le jour de mon anniversaire, on m'a téléphoné pour m'annoncer que j'étais directeur général de cet organisme-là. Et ça a changé ma vie pour toujours. J'étais là près de 2 ans. Il y a des gens qui m'observaient avec ce que j'avais fait avec l'organisme et l'équipe. Et un jour, un coup de téléphone. Raph, je pense qu'ensemble, tu serais le bon DG pour ce qu'ils cherchent maintenant. J'ai fait une entrevue, 2 entrevues, troisième entrevue et quand je suis sorti de la dernière entrevue avec l'équipe, j'ai dit: «Je veux cette job-là, c'est la job qui va encore plus changer ma vie» et je suis là depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et où toi aussi, tu peux changer la vie de d'autres personnes, finalement. J'essaye, il semblerait que c'est ce qu'on fait, pas que moi, c'est Oui. mes équipes aussi qui y participent, mais je serais une autruche avec la tête dans le sable de dire que c'est pas vrai parce que je reçois des témoignages de gens et notre mission, elle est humaine. Donc on a un impact chez les jeunes et moins jeunes. Donc oui, je pense que j'ai un impact chez d'autres personnes. En tout cas, j'ai toujours dans ma tête à moi à aider d'autres Raphaël. Ce que j'ai vécu, ben, j'essaie d'aider d'autres Raphaël à travers le Québec. Et est-ce qu'on peut aussi dire que tu as été finaliste au gala Arista 2025 dans la Oui, catégorie Jeune cadre du Québec? avec quelqu'un Félicitations! que je Oui, connais. c'est ça. On a partagé cette catégorie ensemble. Exact. C'est une, belle reconnaissance parce que souvent les gens pensent que je suis soit un porte-parole, soit un Mmh. bénévole, soit un gars qui aime bien la mode, mais c'est rare qu'on pense que je suis à la base gestionnaire. Je suis, directeur général d'un organisme qui emploie plus de 15 employés, Quand un même. organisme pan-canadien. Donc d'être reconnu dans une catégorie comme ça, on me reconnaît, oui, comme gestionnaire, comme jeune cadre. Jeune, c'est relatif, il y a des gens plus jeunes, mais en tout cas, je trouvais ça flatteur de dire qu'à 32 ans, je suis encore jeune. Encore jeune. On est encore jeune, c'est génial, mais que j'y étais aussi en étant le plus possible moi-même. Je me considère comme étant un patron, un boss bienveillant, inclusif, qui essaie de faire de son mieux avec ce qu'il a, mais toujours en incluant le monde que j'ai autour de moi dans mes prises de décision. Donc, c'était un beau cadeau de la vie d'être nommé là. Et c'est oui, probablement pour, ton emploi actuel, mais c'est aussi pour probablement tout le parcours que tu as vécu aussi. Tu sais, ce que tu viens de nous raconter, c'est assez hors de l'ordinaire. Ça Mhm. prend du courage. Faut que tu aies osé aussi parce que si tu avais pas osé à plein de moments de ta vie professionnelle, ben, tu serais pas là aujourd'hui actuellement, c'est sûr. Ah, c'est que ça. Moi, je suis un gars d'instinct. Je suis hyper connecté à mon instinct. Puis quand je le suis pas, c'est là que je prends des mauvaises décisions. Mais les bonnes décisions, même si parfois elles sont difficiles sur le moment,
puis parfois des moments qui durent longtemps, c'est toujours parce que je me suis connecté à mes valeurs, à qui je suis, à ce que je veux. Et ça a été ça mon parcours. Ça a été ça à partir de mes 16, 17 ans. Chaque saut que j'ai fait, c'est en étant connecté. Puis aujourd'hui, en étant DG d'un aussi grand organisme, chroniqueur aussi dans les médias, je me promène de gauche à droite un peu Oui, partout. À presque tous les jours, je suis soit dans le journal, à la radio ou à la télé. Et ça, ben, il y a un petit Raph qui rêvait de ça quand il était plus jeune. Donc, ça et me qui a rend bien réussi, fier. tu Et que sais. j'ai réussi. Et Oui. ce n'est que le début, ce n'est pas fini, comme dirait l'autre. Et est-ce que tu peux parler un peu justement de la mission de l'organisme et de ta mission à travers ça aussi? Oui, c'est quasiment ma mission. Il y a des gens parfois qui pensent que j'ai créé l'organisme. J'aurais rêvé de pouvoir faire ça, mais ça existe depuis bien avant moi quasiment. Ça fait 30 ans qu'on existe comme organisme communautaire. On est un OBNL pan-canadien, mais notre mission, elle est la même depuis le jour 1. C'est d'aller à la rencontre des jeunes dans les écoles primaires et secondaires pour parler de respect, créer des espaces de dialogue pour créer un mieux vivre ensemble. C'est ça qu'on fait. Donc, j'ai des équipes d'animateuristes qui vont dans des écoles primaires, secondaires de tous les coins du pays. Ils donnent des ateliers de sensibilisation face à différentes formes de discrimination. On parle de racisme, on parle d'homophobie, de transphobie, on parle de violence sexuelle, on parle de capacitisme, de grossophobie avec les jeunes, pour que s'ils ils vivent une intimidation, une discrimination, ils puissent la reconnaître. Et s'ils la font vivre avec quelqu'un, ils puissent aussi prendre conscience de l'impact que ça peut avoir chez un autre humain. Et c'est ça qu'on fait. On crée aussi des comités jeunesse dans divers milieux pour donner la voix aux jeunes pour qu'ils puissent prendre action à leur façon et lutter aussi contre ces formes de discrimination. Donc, c'est ça qu'on fait et c'est pour ça qu'on s'appelle Ensemble pour le respect de la diversité. On a le nom le plus long au monde, mais ça dit aussi tout ce qu'on fait et je suis très fier d'être DG d'un organisme comme ça. On manque pas de job, Non, mais j'imagine. mais on voit aussi que ça a un impact et ça, c'est assez rassurant. Mais effectivement, tu sais, vous manquez pas de job, ça, j'en doute pas. Tu sais, de mon côté, au niveau professionnel, je travaille beaucoup avec les organismes du Québec, mais point de vue personnel, je suis aussi la maman de 3 jeunes enfants Hmm. primaires et début secondaire, donc sont 12 ans et moins, là, tu sais, des jeunes enfants. Puis ce que je constate, c'est que l'intimidation en ligne, lorsque ça commence, c'est que ça se termine jamais. Parce que du moment où ils ont un cellulaire ou ils ont Teams, parce qu'il y a beaucoup de devoirs qui se font dans Teams, donc ils ont une adresse courriel offerte par l'école, qui sont Mhm. comme ben, par la commission scolaire, le centre de services, excusez-moi Oui, maintenant, offerte par le ça a centre de changé. services, qui sont obligés d'aller sur Teams pour faire leurs devoirs. Donc, on dirait que l'intimidation, ça arrête jamais parce qu'ils l'ont à portée de doigt toute la soirée. Le matin, il y en a probablement la nuit aussi qui ont accès à leur. Il y en a sûrement qui ont accès à leur cellulaire la nuit. Donc là, il y a comme plus de fin. Il y a plus de c'est plus comme avant dans le sens que l'intimidation, c'était pas mieux quand ça durait juste à l'école, là. C'est juste que là, maintenant, c'est juste plus longtemps, je trouve, dans la vie, autant des jeunes que des moins jeunes. Donc, comment est-ce que, comme organisme, vous avez évolué à travers ça? Une chance entre guillemets, c'est vrai qu'à l'époque, si on avait le privilège de vivre dans une famille bienveillante et ouverte, ben, l'intimidation pouvait peut-être prendre une pause à 4 heures quand on quittait l'école. Par contre, quand on est intimidé, on l'a toujours en tête. Ça nous quitte jamais. Qu'on soit connecté à un écran ou que ce soit il y a 20, 30 ans quand on avait moins accès. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, c'est insidieux parce qu'on est hyper connecté et pourtant on Mmh. n'a jamais été aussi peu déconnecté entre nous. Mais on a besoin des médias sociaux, on a besoin de nos téléphones pour fonctionner, pour aller voir un spectacle, pour aller à l'école. Mais en même temps, c'est un milieu très propice à cette cyber-intimidation qui est dérangeante et qui est troublante. Il y a une statistique tout récemment qui a été partagée par la Fédération des comités de parents du Québec. 55 des jeunes se disent victimes d'intimidation. C'est hallucinant. C'est plus d'un jeune sur 2 qui le disent. C'est probablement plus. Il y a personne qui veut être intimidé dans la vie. Ça vient avec différentes émotions, Exact. parfois la honte. Donc, c'est très rare que tu lèves la main directement en se disant: «Ben moi, je suis intimidé». Donc, nous, notre organisme, à travers le temps, on s'est adapté à la réalité, à comment approcher les jeunes. Mais ça a toujours été depuis le jour J. Pour être entendu par ces jeunes-là, il faut qu'on trouve le bon canal de communication. Oui. S'adapter, s'assurer qu'ils nous comprennent, prendre le temps, leur laisser l'espace pour eux aussi échanger et se prononcer. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à toujours faire. Comme patron, comme entreprise, comme société, comme gouvernement, on est tous mal faits. On va être la personne qui trouve la solution, mais écouter, c'est souvent ce qui mène à la meilleure des solutions, parce qu'elle vient de la personne concernée. Et quand on parle d'intimidation et de discrimination, peu importe laquelle, dans notre cas à nous, on est très intersectionnel, pour reprendre ce mot qui n'est pas aimé de tout le monde, mais qui fait bien du sens. Ben, c'est en écoutant les communautés concernées qu'on trouve peut-être des solutions beaucoup plus sensibles, beaucoup plus impactantes, qui ne sont pas forcément les plus rapides, mais qui vont tendre une main aux gens qui sont concernés. Et quand on parle de cyberintimidation, moi, diaboliser les réseaux sociaux, je suis contre ça, parce qu'il y a beaucoup de beau qui se fait avec ça. Enfin, Oui. beaucoup de gens se voient quelque part, connectent avec des gens qui leur ressemblent,
mais je pense que ça nous a été mis entre les mains, toi, moi, jeunes et moins jeunes, sans savoir comment faire. Et je pense que c'est peut-être ça le grand enjeu encore aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser ces maudites plateformes-là. Ça vient pas On avec un guide du savoir-vivre. non, puis et pourtant, il y a de beaux organismes, le Ciel, la Fondation Le Ciel, Entre qui autres. font de la sensibilisation justement pour justement jamais tomber dans la solution extrême de dire: «Faut que ça disparaisse, faut qu'on vive avec notre temps». Mais comment on les utilise? Comment on fait sans oublier qu'il y a un humain de l'autre côté? Quand on joue à un jeu vidéo, quand on commande, quand on partage, il y a des humains qui reçoivent ça de l'autre côté, donc jamais l'oublier, mais ça, il y a bien du monde qui l'oublie. Effectivement. Puis comment est-ce qu'on peut mieux faire comme, président, présidente d'entreprise, comme, directeur, directrice d'école justement, des gens, qui sont à la tête d'organismes? Comment est-ce qu'on peut mieux faire pour avoir un mieux vivre ensemble en ligne? Comment est-ce qu'on peut gérer nos médias sociaux aussi? Tu sais, parce qu'à travers les commentaires, des, publications des entreprises, on en voit passer là, de tout Ah, genre, de tout absolument. acabit. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux faire à ce niveau-là? On a tous une responsabilité sociale individuelle et collective. Et quand on est à la tête d'un organisme, d'une entreprise ou peu importe, comme, même comme gouvernement, ben on a comme privilège, mais comme responsabilité aussi de prendre soin de son monde et prendre soin de tout le monde. Il faut s'assurer que notre monde va bien, puis de mettre des paramètres clairs dans nos milieux, qu'on ne tolère pas la haine, la discrimination, l'intolérance, le non-respect des autres, et de le rappeler, que ce soit dans nos valeurs intrinsèques, et de s'assurer que les mots qu'on choisit sont compris par le monde concerné aussi. Parfois, on fait je le vois, là, des guides qui n'ont plus de bon sens. Il n'y a personne qui lit ça. Ça peut être très simple quand on rappelle les bases. Au Québec, puis ailleurs, on a des chartes qui nous protègent. Nous, c'est rendu qu'on rappelle aux jeunes dans les écoles l'extrait de l'article 10 où on parle de toutes les formes de discrimination, puis qu'on rappelle aux jeunes qu'ils ont des droits. Bon, on devrait peut-être le faire aussi en entreprise, parce qu'on est plein de générations qui vivent encore ensemble et qui, j'espère, vont vivre encore longtemps ensemble. Ben, nous autres aussi, il faut qu'on s'en sensibilise, pas que dans les écoles, mais dans les entreprises. C'est des micro-sociétés. On peut avoir cet impact-là. Puis ça peut être tout simple, en faisant venir des organismes du monde différents dans vos entreprises, donner des conférences, créer des espaces de dialogue, humaniser justement un peu plus nos emplois, peu importe la nature de ce qu'on fait, que ce soit en technologie, en manufacture, tout ça est possible. Je l'ai fait moi tout récemment, une grande entreprise sur la rive sud de Montréal. Ce qui fait le PDG, c'est qu'il invite du monde une fois par mois, c'est l'heure du lunch, un conférencier, conférencière. Moi, je t'ai invité pour parler de ma réalité comme homme gay, l'intimidation. Puis pendant une heure, il me pose des questions, il me challenge, le monde me pose des questions, on mange ensemble et ça a vraiment fait une différence. Parce que c'est une discussion. C'est une discussion. Puis ça, Wow! puis ça coûte rien, là. Ça coûte absolument rien de proposer ça dans nos entreprises. Mais je pense que comme PDG, comme gestionnaire, on a cette responsabilité-là de prendre soin de notre monde. Puis ça passe par des initiatives. Souvent, on a peur par où, par quel bout le prendre. On demande à notre monde ce qu'ils veulent, ce qui leur ferait du bien. On part de ça, puis on y va étape par étape. On ne saute pas d'étape. La première, c'est de prendre son temps. Mais c'est tellement beau de t'écouter. Puis, tu sais, je pense que prendre son temps, ça revient dans plusieurs trucs que tu as dit. Oui, Prendre son temps pour écouter les autres, pour discuter, pour ouvrir la discussion, absolument. avoir une conversation. C'est super intéressant. Puis là, quand tu dis ça ne coûte rien, c'est parce que votre organisme, tu te déplaces gratuitement dans les entreprises, c'est ça? Ça coûte rien, c'est relatif, là. OK. Ça coûte pas trop cher. Les gens peuvent nous faire des dons. On est un organisme avec un numéro de bienfaisance, donc vous avez C'est un ça. retour d'impôt à un moment donné. OK. Mais si on y va de façon plus technique, après, moi, je vais jamais refuser d'offrir une conférence ou un atelier parce qu'un milieu n'a pas les moyens pour. OK. Pour moi, c'est pas une excuse. On va trouver des moyens. On va le faire financer par un autre qui a peut-être plus de moyens. Les écoles participent en finançant une partie de nos ateliers, mais il y a parfois des milieux qui nous appellent en disant c'est ça mon budget. Et je le dis toujours à mon équipe, puis ça, ils savent, là, s'ils nous écoutent, on va trouver une solution, on va le faire. L'argent ne peut pas être une excuse à faire de la sensibilisation au respect de l'autre. Après, ben, on est un organisme avec des employés. Oui. Donc, je ne peux pas non plus faire abstraction de ça. J'ai des salaires à payer, j'ai un loyer à payer. On est comme une PME. Souvent, les gens l'oublient, là. Donc, si les gens nous écoutent, PME, même C'est ça. fonctionnement, c'est juste que je suis un organisme qui ne peut pas faire de l'argent au bout de l'année. Je dois tout dépenser. Ouais. Mais c'est sur du capital humain que je le fais. Mais donc, les gens peuvent nous faire des dons, mais jamais, jamais, jamais je vais refuser. Je fais des entrevues, je fais des podcasts, je donne des conférences, la plupart du temps de façon gratuite, et c'est souvent les plus payantes, parce qu'il y a des gens, à un moment donné, qui nous voient, qui nous rappellent au bon C'est ça. moment, qui m'ouvrent une porte, qui font un don, qui m'en contactent, qui pensent à nous, qui nous réinvitent à un autre moment. Et ça, c'est extrêmement payant, ce réseau-là. Fait que moi, je crois à cet investissement-là. Et si on se bloque parce qu'on n'a peut-être pas le chèque au jour J,
on va peut-être s'arrêter, peut-être on n'ira pas plus loin. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça reste qu'on est un organisme communautaire. Puis aussi, je veux qu'on arrête de penser qu'on est capable de faire des miracles avec pas grand-chose. C'est vrai, mais on ne peut pas se bâtir que sur ça. Mais si les gens veulent nous soutenir, invitez-nous, soutenez-nous de la façon que vous voulez le faire, que vous pouvez le faire, mais je ne vais jamais dire non pour une occasion de sensibilisation, ça c'est sûr. Mais c'est un super beau message, puis j'ai le goût de rebondir sur, ce que tu dis que tu as des salaires à payer, tu as des Oui. frais, puis c'est vrai pour tous les organismes et toutes les fondations, puis les gens ont Mhm. beau dire: «Oui, mais l'objectif, c'est que l'argent soit redonné aux bénéficiaires», mais si on n'a personne de compétent pour s'en occuper, ben cet argent-là va être mal utilisé, mal géré, mal administré et il y aura personne pour le donner, le service, finalement. Et ça, on pourrait Donc en parler pendant des heures, ça me choque assez. oui, ben, est-ce qu'on peut en parler? Ben, je Oui. pense que c'est pertinent aussi. Je sais qu'on diverge un peu de notre sujet, mais c'est tellement pertinent, je trouve, de faire réaliser aux gens que ça prend de l'argent pour générer d'autres argent et pour générer des services de qualité qui vont avoir un impact au final sur les gens. C'est un enjeu dans le milieu communautaire, le financement par projet, parce que Énorme. justement, la plupart du temps, quand on reçoit une enveloppe d'argent, on peut pas dépenser sur notre structure, sur nos employés administratifs qui soutiennent le projet. Donc, on a très, C'est très peu ça. d'argent. Je dois trouver ça ailleurs. Donc, c'est toujours en train d'attacher des petits bouts avec un autre petit bout. Et ce filet-là devient de plus en plus fragile. Et pourtant, notre Mhm. filet social communautaire est un cadeau qu'on s'est offert au Québec et qu'on doit entretenir parce que ça sauve bien du monde et notre système est chanceux de l'avoir. Par contre, on ne peut pas prendre pour acquis que c'est en rectifiant des petits bouts comme ça qu'on va réussir à toujours la tenir, notre société. Mais c'est vrai, puis c'est un enjeu, puis ça me choque parce que on prend pour acquis que justement, comme je le dis, qu'on est capable de faire de grandes choses avec pas grand-chose. Ce qui est vrai aussi, mais est-ce Oui, qu'on peut mais sortir de ça un peu? exactement, puis d'investir dans le milieu communautaire, c'est vrai que c'est difficile de quantifier parfois l'impact social qu'on peut avoir. Par contre, Oui. ça va se voir à long terme et c'est ça qui est payant. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas dans l'immédiat. Moi, j'ai la chance que je peux te dire, bon, si tu me donnes tant, voici le nombre de jeunes que je sensibilise. Mais je peux pas te dire le nombre qui est beaucoup plus ouvert vraiment ou ceux. Par contre, on a semé plein de petites affaires. Des organismes en santé mentale, même chose. Il faut croire en nous, soutenir nos initiatives, nous voir comme des PME. Pourtant, une PME, Oui. ont plein de défis, mais ils ont beaucoup moins ce défi-là de devoir justifier qu'ils peuvent être rentables parce que c'est facile de démontrer pour certains. Mais nous aussi, on peut le démontrer puis qu'on peut investir chez nous puis qu'au final, tout le monde gagne à nous voir comme des PME parfois. Pas parce que ça nous enlève le côté humain. PME est tout aussi humaine que nous, mais c'est qu'on a une façon de faire qui est régie où on ne peut pas justement faire des bénéfices au fin de nos années. Mais moi, si tu me donnes 1 million, check-moi bien le dépenser, mais moi le dépenser intelligemment. C'est ça. Puis j'ai des normes à respecter de toute façon, donc je peux pas Ouais. le dépenser n'importe comment. Ben non. Il y a des gens pas corrects qui l'ont fait dans le passé, qui le font encore, mais on est tellement surveillés, puis que pour vrai, j'ai pas intérêt à faire ça. On peut pas se baser non plus sur les gens qui le font pas bien pour juger tous les autres parce que même dans le Ah milieu ben des non, affaires, c'est la même chose. Je veux dire, des gens mal intentionnés, il y en a, puis il y en aura toujours dans toutes exact. les industries, malheureusement. Puis on a des trucs en place au Québec, au Canada pour essayer de les empêcher, puis de les empêcher de faire ça. Fait que, tu sais, c'est une industrie comme une autre. Il y Voilà. en aura malheureusement, mais comme dans n'importe quelle industrie, là, Mais tu la sais. grande majorité est là pour les bonnes Oui, raisons, pour le cœur. qui ont envie de travailler avec d'autres milieux Oui. communautaires vers le milieu des affaires. Je pense qu'on a tous à gagner à se prêter des ressources, à se prêter des idées, des façons de faire. On a tous à apprendre l'un de l'autre. Et pour moi, c'est un jeu que j'adore, créer ce pont-là entre milieu communautaire et des affaires. Puis je pense qu'il faut aller vers ça dans les années à venir. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, as-tu un message à lancer à quelqu'un qui, nous écoute, puis qui soit qui a un jeune ou qui est un jeune, lui ou elle-même et qui est, victime d'intimidation ou, d'une situation où cette personne n'est pas bien? Je le répète souvent, mais on m'a déjà dit que c'est la meilleure façon de se faire comprendre. Je veux dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont valides. Mais souvent, on se sent seul quand on vit de l'intimidation, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie familiale, que ce soit à l'école. Mais croyez-moi, puis pour de vrai, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Il y a des organismes, il y a des oreilles, il y a des mains qui peuvent se tendre à vous. J'en fais partie avec Ensemble, mais il y en a plein d'autres au Québec. Puis je veux que ces gens-là s'accrochent comme j'ai pu le faire à l'espoir, à ses rêves, parce qu'à un moment donné, il va faire beau. C'est cliché, mais je veux que les gens entendent ça parce que je suis passé par ça. J'ai été intimidé le 2 tiers de ma vie. Puis même encore aujourd'hui, ça m'arrive sur les réseaux sociaux, dans la rue. Mais chaque fois, je focus sur ce qu'il y a de beau. Je pense à ces gens-là sur lesquels ils ont du travail à faire, que leur malheur n'a pas à définir le mien. Et ça, quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se sentent comme ça, sachez qu'il y a au moins une personne qui vous comprend, c'est moi. Peut-être pas tout, mais je veux qu'ils sachent qu'ils sont pas seuls et qu'ils sont surtout valides, puis qu'ils ont des droits.
Je vais le rappeler, on a des droits ici, puis on ne peut pas tolérer l'intolérable. Et s'il faut qu'on se batte et qu'on lutte encore un peu plus fort, ben, on va le faire parce qu'ici, on a choisi le respect comme valeur. Puis pour moi, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. J'ai le goût de conclure là-dessus parce que c'est tellement Il y a beau, d'autres tellement important comme message. c'est une bonne fin. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi.